Bonjour, bienvenue à tous au webinaire sur la localisation. Nous sommes le 7 novembre. Nous avons avec nous les clusters des mondiaux pour la coordination de la réponse humanitaire et nous allons passer 1 heure et demie sur la localisation de la coordination et de la réponse humanitaire. Euh, Next slide, please. Avant de commencer, juste quelques petites règles et puis point important. Donc, si vous voulez vous pouvez éviter d'épargner votre vidéo afin qu'on puisse nous-mêmes gérer les visuels. Nous vous demandons aussi de couper vos micros pour l'instant, à moins que vous soyez invité à parler. Pour poser des questions, on vous invite aussi à utiliser la boîte de dialogue ou le chat que vous pouvez trouver en bas sur le Zoom et vous pouvez écrire vos questions. Sinon, on va ouvrir les questions à la fin des présentations, donc d'ici 1 heure à peu près. Ensuite, nous allons vous faire circuler un sondage. Vous serez notifié, il y aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur votre écran et vous aurez juste à cliquer pour le remplir. Sachez aussi que cette session est enregistrée. Vous pouvez choisir de désactiver votre vidéo ou changer votre nom si vous préférez. Et n'hésitez pas à tweeter sur l'événement. Vous pouvez utiliser le hashtag francophone localisation. Next slide, please. Alors, l'ordre du jour, nous allons commencer par quelques mots de bienvenue qui seront suivis du sondage et enfin d'une table ronde sur la manière dont les clusters participent à la représentation et au leadership des acteurs locaux dans les structures de coordination humanitaire. Et tout à la fin, nous aurons une séance de questions-réponses, discussion de 30 minutes et enfin une conclusion. Donc, sans plus tarder, je vais passer le micro à Michelle Brown. Sur le prochain slide, please. La coordinatrice du cluster éducation mondiale. Je pense qu'il y a des problèmes avec rejoindre ce lien. Ah, Peut-être on peut retarder les mots. OK. Eh bien, peut-être que je peux faire juste quelques mots d'introduction en attendant que Michel ou peut-être même Liliane nous rejoignent. Donc, moi, je suis Julie Barra, je suis la coordinatrice adjointe du cluster eau, hygiène, assainissement au niveau mondial, donc basée à Genève. Cet exercice de webinaire sur la localisation fait partie d'un groupe de travail sur la localisation mené par le groupe de clusters au niveau global, donc éducation, nutrition, sécurité alimentaire, protection, etc. Et nous sommes réunis afin de promouvoir la localisation au sein de la coordination. On a fait une série de webinaires, celui-ci est le deuxième en français, le premier était en arabe pour nos pays francophones. La localisation est pour nous un élément crucial de la coordination. Pendant très longtemps, on s'est essentiellement basé sur les acteurs internationaux, les agences onusiennes, pour assurer la coordination humanitaire. Mais voilà, depuis quelques années, depuis le Grand Bargain, on s'est rendu compte qu'il fallait au maximum, quand on le peut, localiser la coordination humanitaire et la réponse humanitaire. Et donc, cet exercice s'inscrit dans cet agenda que nous tenons à tenir. On me signale que Liliane de la RDC est en ligne pour quelques mots de bienvenue. Liliane, vous êtes là? Bonjour Jennifer, bonjour à tout le monde. Allez-y Liliane, si vous voulez nous faire quelques mots de bienvenue, d'ouverture sur ce webinaire, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Vous avez déjà dit mon nom, je suis Liliane à partir de la RDC. Je représente la dynamique des femmes juristes où j'occupe le poste de chargeur de programme. Je veux dire que mon organisation est honorée de participer à ces webinaires sur la localisation au travers des mécanismes de coordination humanitaire. Excusez-moi. En effet, nous travaillons en RDC depuis 17 ans et nous sommes
très honorés, comme je le disais, de pouvoir partager notre expérience par rapport à notre travail dans le contexte humanitaire, où avec notre ancrage communautaire, nous travaillons à côté de femmes et de filles avec des interventions intégrées pour la réduction de risques de VBG, la prévention et la réponse au VSBG. Et avec les approches communautaires que nous utilisons, nous renforçons les tissus communautaires qui sont perturbés par la crise humanitaire, en engageant bien évidemment les hommes, les femmes et les jeunes dans les mécanismes de communauté d'alerte précoce, des référencements de cas auprès des structures de prise en charge. Allô? Allez-y, Liliane, on Allô? vous écoute. Vous nous entendez? Merci beaucoup. Merci, oui, ma connexion avait sauté un peu. Merci beaucoup. Nous sommes aussi en tant qu'organisation féminine dans la construction de mouvements féminins en RDC pour intervenir à la première ligne dès le déclenchement d'une crise humanitaire. Ainsi, nous mobilisons certaines petites modestes subventions pour le renforcement de la performance institutionnelle opérationnelle de nos organisations sœurs, soit les organisations dirigées donc, par les femmes. Dans le travail en fait avec la coordination humanitaire, nous avons eu à travailler aux côtés de sous-classeurs VBG et d'autres clusters sectoriels dans le groupe de travail sur la protection des enfants. Et nous sommes toujours honorés de participer en répondant favorablement aux invitations qui sont partagées par le groupe de travail GBV Hour, où nous intervenons sur des questions d'évaluation sectorielle, puisque, comme on le sait, la RDC et beaucoup plus la partie est de notre pays ne cesse de connaître de crise en crise, pour ne pas dire des crises parmi d'autres crises. Et ainsi, cela demande des évaluations sectorielles régulières pour pouvoir actualiser la question de besoins spécifiques de femmes et de filles, ainsi orienter la réponse humanitaire. Nous avons beaucoup de bonnes pratiques avec le sous-cluster VBG au niveau de notre pays, au-delà des évaluations sectorielles, comme je le disais, au-delà de la participation dans des réunions d'évaluation, des subventions ou disons des projets au niveau au niveau national avec les fonds humanitaires, et aussi dans la participation aux évaluations et élaborations de documents stratégiques dans les HRP et les HNO. Je veux conclure peut-être ma petite propos en estimant en fait que les organisations féminines ont de l'ancrage au niveau communautaire. Elles y sont avant, pendant et après la crise avec des moyens de bord. Elles sont et seraient plus encore de bons partenaires dans la réponse des diverses crises globales, mais en revanche, elles ont quand même certaines limites techniques et financières pour parfaire leur travail. Nous encourageons ainsi les initiatives en cours pour le soutien spécifique technique et financier afin d'amplifier leurs interventions. Et comme il y a certaines frustrations quand même entre les organisations féminines, les unes se croyant faibles, d'autres plus fortes, le souhait est qu'au travers le mécanisme de coordination, les ONG féminines puissent trouver un appui pour être plus forts dans la réponse humanitaire que d'être divisées. Et Merci, enfin, nous Liliane. appelons vivement le sous-cluster pour tous les efforts de coordination qui impliquent les organisations féminines, et sollicitons encore plus d'efforts pour que les ADIF soient encore représentés à un nombre assez significatif et responsabilisés dans les mécanismes de coordination pour leur permettre bien évidemment d'influencer ce mécanisme et mieux faire entendre la voix des sans-voix qui sont les communautés en crise. Merci. Merci beaucoup, Liliane. Merci. Et point très important, et on va revenir dessus, je pense, tout au long de ce webinaire.
Sans plus tarder, je voudrais qu'on passe au sondage pour un peu savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Est-ce que Shiva, tu peux lancer le sondage? Alors, avec quel cluster ou aire de responsabilité travaillez-vous le plus étroitement? On vous laisse quelques secondes pour répondre. Est-ce que tout le monde a accès au sondage? La deuxième question est de savoir si les réunions de coordination dans votre cluster ou secteur, dans votre contexte, se déroulent en français ou en anglais, sachant que nous sommes ici tous dans des pays dont la langue de travail est le français. Veuillez renvoyer le questionnaire sur l'écran. Vous n'avez pas eu une petite fenêtre qui s'est ouverte pour le questionnaire? Pas pour la deuxième question. Elle est en dessous. Il faut, comment dire, descendre dans la petite fenêtre. Personne ne voit la deuxième question parce qu'il y a déjà des gens qui ont répondu. Oui, moi, à mon niveau, moi, je suis déjà coché. Ça y est en bas. Il faut faufiler juste en bas. Vous allez retrouver la deuxième question. Oui, parce que j'ai déjà plus de 30 réponses sur la deuxième question. Moi aussi, j'ai répondu. D'accord, ok. Moi, pas encore, je n'ai pas encore vu ça. C'est où Vous ne l'avez exactement? pas. C'est quelque chose qui apparaît devant votre écran automatiquement. Mais ça n'apparaît pas chez moi. Julie, je pense qu'ils ont... Chez moi aussi, ça n'apparaît pas. Après avoir cliqué sur la première réponse, c'est parti. Il n'y a pas Oh, oui, la deuxième. si ils ont répondu à la première question, donc sans redescendre en bas et ils n'ont pas Ok, répondu à la deuxième question, ça va, donc ça ok. va aller. D'accord, c'est rien. Je pense qu'on a déjà beaucoup de réponses et excusez-nous pour ce petit problème technique. Alors, voyons nos réponses. Est-ce que vous voyez les réponses du survey, du sondage? Oui, Donc, nous avons des collègues de l'éducation, sécurité alimentaire, beaucoup de personnes de la protection, un peu de eau, hygiène, assainissement, quelques personnes de la protection de l'enfance et des violences basées sur le genre. Et 9% d'entre vous ont répondu que les réunions dans leur pays étaient tenues en anglais, alors que nous sommes a priori dans un pays, a priori dans un pays francophone, enfin où la langue est le français est la langue de travail. Très bien, mais écoutez, nous gardons ça pour nos informations et nous allons passer donc à la suite. Je vais passer le micro à Alexis Jetod, qui est le coordinateur national du système d'information sur la sécurité alimentaire et d'alerte précoce, du Tchad. Monsieur Jetod, c'est à vous. Alexis, vous êtes dans ligne? Hey, Ah, est-ce que vous bonjour. m'écoutez? Oui, là, ça va. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Oui, par rapport à la présentation, Oui, ok. Voilà,
la présentation du Tchad. Nous avons les leaderships. Le ministère en charge de l'agriculture est le co-facilitateur de la coordination nationale du cluster, prend part à toutes les activités, réunions sectorielles. Les coordonnateurs des sous-clusters des 3 hubs humanitaires et le gestionnaire de l'information pays sont des Tchadiens nationaux. La coordination nationale et régionale du Nexus humanitaire, développement et paix placé sous le leadership du gouvernement. S'agissant des participations et représentations, nous avons la participation active des ONG nationales dans les ateliers provinciaux et nationaux du cycle de programmation humanitaire. Nous avons 40% des ONG rapportent les 5 W mensuellement au cluster. Présence des ONG nationales et des services techniques, État, pourvoyeurs d'information, des groupes de services techniques de l'État dans des groupes techniques de travail. Nous avons d'abord le travail, nous avons la prévention de l'exploitation et des abus sexuels. Le groupe de travail, nous avons le groupe de travail genre, nous avons le groupe de travail des actions anticipatoires, nous avons des groupes de travail cadre harmonisé. Oui, le suivant. Par rapport au plan de contingent et de cadre harmonisé, c'est un outil d'analyse des vulnérabilités à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë. Par rapport au plan de contingent et de cadre harmonisé, la mission conjointe de terrain avec les structures techniques étatiques dans le cadre de la préparation aux urgences. Nous avons leadership en matière de collecte, d'analyse et l'homologation des données sectorielles qui alimentent la prise de décisions humanitaires assurée par les structures techniques étatiques CISAP, INSET et l'ITRAD, qui sont des sous-directions tutelle du ministère du Plan et du ministère de l'Agriculture. S'agissant des renforcements des capacités, nous avons les renforcements de capacités continu, le renforcement continu des capacités sur les thèmes transversaux, VIH, VBG, genre, inclusion, sur le suivi, évaluation et les leçons apprises. Et aussi, nous avons le renforcement de capacités transversales, rapportage sur les financements, lobbying, plaidoyer et communication. Plaidoyer, mobilisation des ressources. Suivant. S'agissant des défis, nous avons la disponibilité matérielle des élites et des ressources limitées. Nous avons aussi la maîtrise des langues locales soutenues. Nous avons l'accès physique pour certaines communautés affectées. Concernant les leçons apprises, nous avons facile. Leçons apprises, nous avons facile immersion sociale et c'est un facteur de pérennisation des interventions. Permet de cibler et de toucher les plus pauvres et est propice à la collaboration avec les femmes leaders et au renforcement du plaidoyer genre. Réduire le stress économique et favorise, le bas je ne vois pas, je clique ici, et favorise une autonomie des communautés. Et concernant les perspectives, nous avons 3 points. Nous avons appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des plans de développement locaux.
nous avons facilité les échanges de bonnes pratiques entre les communautés et enfin, nous avons prévoir une motivation consistante pour une bonne implication des autorités élites locales. Le suivant. Merci. Je suis un peu grippé et c'est pourquoi la voix n'est pas audible. Merci, Monsieur Djetod. C'était très clair. Ne vous inquiétez pas. Et on vous souhaite un bon rétablissement pour votre voix. Merci infiniment. Si vous avez des questions pour Monsieur Djetod, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On ne va pas prendre les questions tout de suite, on les prendra à la fin, mais vous pouvez les noter si vous avez peur de les oublier et puis on vous répondra. Nous allons donc passer, merci beaucoup, Monsieur Alexis Djetod. Vous pouvez, on retournera vers vous à la fin pour les questions. Nous allons passer maintenant au Mali. Nous allons aller au cluster EHA du Mali avec Monsieur Sanoussi Dodo Natatou, qui est le coordinateur du cluster pour le Mali avec UNICEF. Sanoussi, tu es avec nous? Oui, à Merci toi. beaucoup, Julie. J'espère que vous me recevez bien. Donc, comme l'a souligné Julie, je suis Sanoussi Dodo Natatou, coordinateur de Cluster Wash pour le Mali. Donc, on peut avancer. Donc, nous avons le plaisir de vous partager un peu l'expérience du Mali, notamment au niveau au jeune assainissement en matière de localisation. Vous avez devant vous quelques chiffres clés, en tout cas qui démontrent un peu de la pratique de localisation au sein du cluster. Le premier élément, c'est que plus de la majorité des membres actifs du cluster sont des acteurs locaux et nationaux, donc à savoir des ONG nationales, mais également les services techniques étatiques. Ça, c'est important, donc autour de 56%. Et un autre élément important, c'est que au niveau de l'équipe de coordination du cluster, donc en dehors du coordinateur, du co-facilitateur, le co-lead, il est du gouvernement. Donc, les acteurs locaux font partie de l'équipe nationale. Mais comme nous regardons aussi le comité d'orientation, qui est l'instance stratégique du cluster, nous avons une représentation en termes de parité entre ONG nationales et ONG internationales. Donc, il y a 2 ONG nationales qui siègent au même titre que 2 ONG internationales et vous avez l'État qui est fortement représenté avec toutes les directions techniques lead au niveau national du domaine, notamment au nombre de 4. Un autre élément important, c'est qu'au niveau des régions, la coordination, le leadership de la coordination est 100% assuré par l'État, mais également on a initié des positions de co-facilitation qui est assurée par les ONG nationales et l'UNICEF qui est l'agence lead au niveau national, donc joue un rôle plutôt de co-lead à région. Donc ça, c'est un fait extrêmement important. Quand on regarde maintenant la réponse, les acteurs qui ont pu participer à la réponse depuis le début de l'année, on a enregistré 62 et parmi ces 62, les 38 sont des acteurs nationaux. Donc ça, c'est également un aspect important qui démontre le rôle que les acteurs nationaux jouent dans la réponse. Slide. Quelques bonnes pratiques en matière de localisation, c'est un peu l'appui que nous faisons au niveau du cluster, notamment l'équipe de coordination à l'endroit des ONG nationales pendant le processus de planification humanitaire HPC, où des appuis individualisés sont organisés avec des sessions vraiment d'orientation ciblées, donc où nous recevons une ONG. Nous les aidons à travailler sur le montage des propositions, etc. Un autre aspect, c'est tous les efforts que le cluster fait en termes de plaidoyer pour un accès direct au financement, notamment des ONG nationales, à travers notamment les fonds humanitaires qui sont activés pour la première fois au Mali. Et nous, on était quand même un des acteurs qui était en train de pousser pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à une parité en termes d'accès direct au financement entre ONG internationales et nationales, mais également systématiser les partenariats avec les ONG internationales pour les coacher, les accompagner et renforcer leurs capacités. Et en termes de renforcement de capacités, c'est tout ce qui est formation qui sont organisées, mais également les missions d'appui qui sont organisées en région pour soutenir justement les acteurs locaux, notamment les services techniques étatiques sur le leadership, notamment des groupes de travail
les équipes de coordination au niveau des régions, mais également organiser des formations sur la réponse aux d'urgence à laquelle les ONG nationales participent, donc en parité avec les ONG internationales, mais également les accompagner en matière de coordination. Slide. Alors, quelques résultats qu'on a eus. Donc, on a parlé déjà des acteurs locaux, donc qui sont nettement majoritaires au niveau des membres du cluster, que ce soit ceux qui participent à la réponse, mais également les autres membres actifs qui participent régulièrement à nos réunions. Et un autre fait majeur, c'est que dans les régions, on a initié une position de co-facilitation qui est exclusivement réservée aux ONG nationales. Et on a jusqu'à 5 co-facilitateurs qui sont dédiés, donc des personnes dédiées à la coordination, issues exclusivement des ONG nationales. Un autre aspect, c'est que les ONG nationales aussi et locales participent aux différents groupes de travail. Ils assurent par exemple le rôle de co-lead au niveau de 2 groupes techniques, thématiques du cluster. Également, la priorisation des ONG locales donc, pour l'accès notamment au financement. Donc, on en a un peu parlé, que ce soit sur les fonds humanitaires, mais également dans le cadre des fonds d'urgence, comme les fonds CERF, etc. Slide. Donc, pour finir, il y a certes des bonnes pratiques, mais il y a également un certain nombre de défis. Certes, on est arrivé à créer des positions dédiées exclusivement aux ONG nationales qui ont pu mobiliser des co-facilitateurs dédiés. Donc, dans un premier temps, on a essayé de travailler avec l'agence LEAD qui est UNICEF pour que ces positions soient intégrées dans des documents de partenariat qui existent avec UNICEF et que ça puisse servir de levier à ces ONG pour chercher du financement et pérenniser ces positions. Donc, l'un des défis, c'est vraiment la pérennisation de ces positions, vu les défis, notamment en termes d'accès direct au financement. Donc, ça, c'est un élément important. L'autre élément, c'est la faible capacité quand même en matière de leadership et de coordination sur lesquels on continue justement à travailler en organisant des formations dédiées et focalisées sur ces questions. Donc, pour nous, en termes de prochaines étapes, donc au Mali, dans le cadre du projet de décentralisation, plusieurs nouvelles régions ont été créées. Donc, l'idée, c'est d'avancer avec cette logique-là pour qu'au niveau des groupes sectoriels où on n'a pas ces positions de co-facilitation dédiées aux ONG, qu'on puisse pourvoir à ces positions et les accompagner en termes de formation, mise à disposition d'outils, harmonisation pour qu'elles s'approprient de l'ensemble des ressources que nous avons au niveau national. Donc voilà un peu très brièvement ce qu'on voulait partager sur les Mali. Donc on est disposé s'il y a des questions pour peut-être aller un peu plus en détail sur certains aspects. Merci Julie, à toi. Merci beaucoup Sanoussi. On y reviendra également. Nous allons rester au Mali et nous allons maintenant passer le micro à Christelle Seri, qui est du sous-cluster sur les violences basées sur le genre du Mali. Christelle, à toi. Oui, bonjour. Merci bien, Julie. Bonjour, chers collègues, chers partenaires. Je suis Christelle Seri, la coordinatrice du sous-cluster VBG. J'ai l'équipe aussi du Mali, du GBV Aura qui sont dans la salle virtuelle. Alors, au niveau du sous-cluster VBG sur la question de la localisation, c'est un produit, pas d'un produit, mais c'est un élément clé qui concerne le GBV Aura et spécifiquement pour le pays du Mali, comme vous le voyez dans la carte. Nous avons pratiquement 80 acteurs qui sont représentés et membres du sous-cluster, observateurs, partenaires, acteurs et membres du sous-cluster, mais en majorité, nous avons pratiquement 66% qui sont des partenaires locaux. Le plus important, c'est que de ces partenaires locaux, nous avons pratiquement 42% qui sont des associations à leadership féminin. Alors, sur la matrice ou bien sur le mapping que vous verrez, là où il y a les points jaunes, ce sont les organisations féminines ou bien les organisations à leadership féminin qui sont un peu dispersées ou bien réparties sur toute la carte. Nous avons une forte concentration au niveau du centre, un peu dans la zone de Gao et puis un peu plus bas dans la zone du sud. Maintenant, en termes de structure, pour la sous-coordination, pour la coordination du sous-cluster VBG, nous avons une coordination qui est co-lidée par le ministère de la Promotion de la Femme, Enfants et Famille à travers son programme national, le PNVBG, et qui est co-lidée également par UNFPA en tant que chef de file d'agence. Et dans certaines régions, nous avons le niveau central au niveau de Bamako, mais nous avons également 4 sous-coordinations régionales, c'est-à-dire une coordination à Tombouctou, une coordination au niveau de Mopti, la région de Mopti,
une coordination du sous-cluster VBG au niveau de Ménaka et la dernière, c'est au niveau de Gao. Toutes ces sous-coordinations sont co-leadées par UNFPA et les directions techniques du ministère de la promotion de la femme, enfant et famille. Alors, dans ce cas de ce processus, nous avons de forts acteurs, notamment des acteurs nationaux, notamment les organisations féminines, qui nous accompagnent dans ce processus de coordination, tels que WILDAF et d'autres acteurs. Et dans notre processus de coordination de la localisation, des bonnes pratiques en matière de localisation, nous avons mené certaines activités, notamment la formation et le coaching des ONG internationales, les services techniques, à travers plusieurs types de formations diverses, notamment la gestion de l'information, le GBV IMS, la gestion de cas. Et également, nous faisons très régulièrement, pratiquement chaque 3 trimestres, chaque 3 mois, une formation, un recyclage des prestataires des One Stop Center au niveau de Bamako et souvent dans les régions. Il y a également dans le processus HRP, depuis déjà, on va dire 2 à 3 ans, nous impliquons tous les acteurs, les ONG internationales, nationales et locales dans le processus et il y a eu une initiative de consultation de ces acteurs pour faire la mise à jour des activités au regard du développement de la situation. Quelles sont celles qui sont les plus à même et qui correspondent mieux à la situation en termes de stratégie pour le HRP 2024? Ils ont également contribué à l'évaluation des coûts par rapport à la stratégie HRP également dans le cadre de ce processus de planification 2024. Nous avons également eu des consultations et renforcement des capacités de certaines organisations. Comme vous le savez, nous avons porté certains plaidoyers, notamment de certains acteurs des organisations féminines comme l'UIDAF et bien d'autres dans la région. Slide. Alors, en termes de résultats et impact, je vais juste considérer la période de janvier jusqu'à maintenant 2023. Je n'en ai pas considéré les autres périodes parce que moi, j'ai intégré la mission il y a pratiquement 4 mois. Et là, nous avons 150 acteurs locaux, internationaux qui ont été formés de façon collégiale avec le cluster protection, le réseau interagence PCA et le GBV AOR, la coordination sur certaines directives IAS-VBG et le système de référencement dans les régions. Donc, 44% de ces acteurs sont membres du sous-cluster et bénéficient d'un coaching, recyclage et autres. Nous avons également organisé des webinaires et coachings sur les processus et tous les mécanismes de renseignement, notamment la FAW et bien d'autres, mais également sur l'élaboration du code de conduite où le point focal, le coordinateur GBV IMS est point focal PCA dans le cadre de la coordination interagence du réseau PCA du Mali. 30 acteurs du FONGIM. Dans le FONGIM, si vous voulez, c'est la Fédération des ONG internationales avec leurs partenaires locaux qui ont été formés tout dernièrement sur des mécanismes de base du GBV et le système de référencement. Donc, à ce jour, il y a 40 points focaux des organisations locales à leadership féminin qui ont été formés sur la VBG, dont parmi eux, certains sont des formateurs certifiés en gestion de cas. À vous. Alors, en termes de défis, les défis sont énormes pour le sous-cluster VBG. Notamment, on va dire, dans la structure humanitaire que nous avons, je vais dire le COLID, notamment le ministère, il y a nécessité de continuer cet appui technique, organisationnel, institutionnel, avec le leadership du ministère, qui n'est pas forcément tout le temps présent. Et en ce sens, nous sommes en train de réfléchir à un mécanisme de COLID en associant les organisations féminines et le ministère lui-même. Comment est-ce qu'on peut mettre ces organisations féminines en termes de secrétariat technique ou au secrétariat pour essayer d'avancer sur la coordination et leur donner toutes les places dans la structure du GBV AOR, de la structure humanitaire, de coordination du GBV AOR. Il y a également l'insuffisance des financements. Comme l'a dit Sanoussou, nous sommes pratiquement au premier financement du fonds humanitaire et là seulement, ce sont 8 organisations qui ont été sélectionnées, dont 2 organisations locales. Mais nous continuons ce plaidoyer auprès des différents partenaires, notamment le Fonds humanitaire et d'autres acteurs pour le positionnement, pour l'éligibilité de certaines organisations locales et à leadership féminin pour l'accès au financement. Donc, pour nous, la prochaine étape et la plus clé, c'est de continuer ce renforcement technique et institutionnel, donner la place dans la structure humanitaire aux organisations locales, surtout dans le cadre de la coordination du GBV AOR, renforcer ce COLID ou bien cette co-facilitation et de renforcer le plaidoyer pour l'accès direct au financement et au partenariat. Bien entendu, nous avons commencé un processus de collaboration et nous voudrons saluer ici le cluster éducation globale et le cluster du Child Protection global qui sont arrivés. Nous avons commencé un cadre de collaboration
avec le cluster éducation, sous-cluster le GTPE et le GBV AOA pour renforcer les liens et positionner et mettre au centre la localisation des organisations féminines que nous, avec lesquelles nous travaillons sur le territoire. Dans la même mouvance, nous allons également renforcer cette collaboration pour la transversalité de VBG dans les autres programmations humanitaires, notamment WASH. Nous en avons déjà discuté avec Sanoussi. Nous procédons également, nous avons fait une approche au niveau du cluster sécurité alimentaire et évidemment, nous renforçons encore les liens avec le cluster santé. Voici un peu la situation de façon globale. Merci à vous et je reste disponible pour les autres questions. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Et comment dire, le travail avec le cluster EHA aussi est intéressant parce que comme bon, vous le savez sans doute, mais et la question de Oswald dans le chat est très intéressante sur le nombre d'associations de femmes dans les clusters un peu plus techniques, dans le cluster EHA. Donc, il y aurait un travail intéressant à faire entre vos deux secteurs, disons, et pas seulement au Mali, ça c'est certain. On va rester encore au Mali et on va passer la main à Madame Boiré Bintou Founé-Samaké, qui est du sous-cluster GBV, mais plus particulièrement qui est présidente de WILDAF, qui est un réseau d'organisations de femmes au Mali. Madame Boiré Bintou Founé-Samaké, c'est à vous. Merci beaucoup et merci de nous avoir associés à ces discussions. Je suis Madame Boiré Bintou Founé-Samaké et je suis la présidente de WILDAF Mali. Et tout le plaisir est pour moi de participer à ces discussions-là. C'est pour vous dire que le WILDAF est un réseau panafricain de promotion et de protection des droits des femmes qui a été créé en 1995 au Mali pour promouvoir et renforcer. Nous sommes engagés à porter la voix des femmes et des filles victimes de multiples formes de violence et à travers plusieurs actions, dont la mise en place de la coalition pour l'accès des victimes à la justice. Et depuis 2015, le WILDAF contribue à la mise en œuvre du programme Femmes, Paix et Sécurité pour contribuer au rétablissement de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Donc, nous intervenons avec plusieurs stratégies qui sont des stratégies de plaidoyer au niveau national et décentralisé sur les enjeux de la SR et des VVG pour favoriser un environnement favorable à la promotion des droits des femmes et des filles. Nous faisons le renforcement de l'implication des médias aussi dans la promotion des droits des femmes. Et comme autre stratégie, nous avons la promotion des droits d'accès des femmes et des filles aux services, y compris les services de droits de la santé sexuelle et reproductive et la justice à travers des initiatives de projet. Donc, comme autre stratégie, il y a le renforcement de l'implication des hommes et des garçons dans le plaidoyer en faveur des droits à la SR et au VVG. Nous utilisons aussi la redynamisation des réseaux communautaires de lutte contre les violences basées sur le genre et des comités d'éveil d'alerte précoce impliquant les jeunes. Nous avons le renforcement des plateformes de plaidoyer communautaire visant à promouvoir des normes, attitudes, comportements équitables en matière de genre. Et le WILDAF offre aussi des services juridiques de prise en charge et de prise en charge judiciaire aux victimes, aux survivantes de VVG. Quelle est l'implication du WILDAF par rapport OK. Quelle est l'implication? Je suis avec quelqu'un ici. Quelle est l'implication, la relation du WILDAF par rapport à la coordination du sous-cluster VVG? Donc, nous sommes membres actifs du sous-cluster VVG depuis 2014. Et nous sommes aussi membres du pool de formateurs sur la gestion des cas de VVG selon les IACSC. Et nous sommes signataires aussi des PPI et d'utilisateurs des outils Vivivim depuis 2015. Nous sommes membres du comité stratégique consultatif pour l'avant-projet de loi et nous sommes bénéficiaires aussi du FONSIP. Quel est l'ancrage de tout ça par rapport à la coordination
et à la localisation. Nous avons l'ancrage gouvernemental et nous travaillons avec le programme national de lutte contre les VVG dans le domaine du plaidoyer pour l'adoption de la loi VVG. Au niveau sous-régional, nous travaillons avec le Niger, le Togo et le Burkina sur la thématique du mariage d'enfants avec l'implication des chercheurs de l'université de ces différents pays. Aussi, nous avons tissé un partenariat avec les One-Stop Centers qui ont été mis en place pour l'appui en ce qui concerne l'accès, l'assistance judiciaire, c'est-à-dire la mise à disposition d'avocats. Et nous avons fait le plaidoyer et nous avons abouti à l'adoption d'un communiqué conjoint entre les Nations Unies et le gouvernement du Mali sur les violences sexuelles liées au conflit. Nous avons aussi pu renforcer 25 femmes leaders du Burkina Faso en appropriation de l'outil cercle de paix, mais aussi dans les échanges des outils sur la prise en charge des violences basées sur le genre. Et nous avons participé à l'étude des Nations Unies à travers la commission genre sur les VVG au Sahel et les mécanismes de prise en charge. Donc, quelles sont les bonnes pratiques en matière de localisation? Les bonnes pratiques, c'est qu'il y a la mobilisation des fonds et l'exécution des activités par les ONG locales. Et nous avons comme bonne pratique aussi le renforcement du leadership à travers le renforcement des capacités et des outils standards internationaux. Les organisations féminines comme le WILDAF cherchent à se hisser à un niveau élevé avec tous ces outils qui sont à notre disposition. Et nous avons la mise en place de partenariats sous-régionaux tels qu'au niveau sous-régional, comme le WILDAF est un réseau panafricain de promotion et de protection des droits des femmes. Nous développons des thématiques avec 13 États qui sont ancrés au WILDAF sous-régional. Nos défis en matière de localisation, qu'est-ce que nous avons comme défi? C'est le renforcement institutionnel et de ressources humaines qualifiées. C'est la meilleure compréhension de l'architecture humanitaire, mais aussi nous voulons qu'il y ait une meilleure implication dans le processus de HNO et de HRD. Et aussi, comme défi, le renforcement d'un cadre commun de plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Nous avons formulé quelques recommandations pour clôturer. Nous en avons formulé 5. C'est un engagement précoce. Nous voulons être impliqués du début de la planification, de la conception du cycle de planification humanitaire. Nous voulons aussi qu'il y ait des connaissances et compréhension mutuelle, c'est-à-dire favoriser la connaissance mutuelle en organisant des réunions de présentation et des sessions de partage d'informations. Nous voulons qu'il y ait un partenariat et un accès aux fonds d'urgence. Et ensuite, comme quatrième point, le renforcement des capacités locales. Il s'agit de pouvoir donner des outils appropriés par des techniques que nous pourrons nous-mêmes vraiment continuer à utiliser avec l'assistance technique appropriée. Et nous voulons un leadership des organisations de femmes leaders et la participation à la coordination humanitaire. Il s'agit de nous renforcer au sein de l'architecture humanitaire en nous impliquant davantage dans le système de cluster. Donc, et cela va contribuer évidemment à nous renforcer, à faire que nous soyons des leaders dans le domaine de la lutte contre les VVG. Voilà un peu ce que nous voulons présenter et qui est vraiment englobe vraiment la localisation en ce qui concerne les organisations de femmes et de droits de femmes. Merci de votre attention et je reste disponible pour toutes les questions. Merci beaucoup, Madame Boiré Bintou Founé-Samake. C'était un plaisir de vous entendre et c'est pas tous les jours qu'on a la chance de discuter avec la présidente d'une organisation de femmes. Donc vraiment, merci d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je vais maintenant passer le micro au père Paul-Martin Mbwebois du cluster éducation en RDC. Bonjour à tous.
merci beaucoup de me donner la parole. Et je suis le révérend Père Paul-Martin Poussa. Je suis membre de l'équipe de coordination du cluster éducation de la RDC. Et nous voulons un peu parler sur la localisation et surtout les chiffres de la localisation dans notre pays. Nous avons 79% de partenaires qui sont des acteurs locaux, nationaux, si vous voulez. Et nous avons une ONG nationale qui fait partie de l'équipe de coordination du cluster national. À la place de 2, c'est 3. Il y a 3 ONG nationales qui contribuent à la coordination provinciale sur les 5 clusters provinciaux. Nous avons 20% des ONG qui sont féminines. Nous avons le 100% de chefs de file et co-facilitateurs au niveau local sont assurés par les autorités et les ONG locaux. Et nous avons 79 ONG qui rapportent, qui donnent le rapport, et 52 qui sont des partenaires de mise en œuvre. Et au moins, nous avons 80% de projets qui sont mis en œuvre par les ONG nationales. La plupart du temps, c'est sur le fonds propre. Slide. Oui, les bonnes pratiques, il y a l'initiative de renforcement de capacité des acteurs humanitaires locaux. Nous avons le plaidoyer pour un accès direct au financement et au partenariat avec les ONG internationales et les agences des Nations Unies et le soutien individualisé des ONG nationales. Slide. Avancez. Slide. Pour les résultats et impact, en 2022, l'analyse de gap des capacités réalisées, il y a 42 cadres centraux de l'EPTSP, c'est-à-dire l'enseignement primaire, secondaire et technique, ont été sensibilisés et formés en éducation en situation d'urgence. Il y a 44 membres des ONG nationales formés en éducation de situation en urgence. ONG nationales formées. En 2023, il y a formation sur la collecte de données, 30 ONG nationales, formation en situation d'urgence au Nord Kivu partenaires, 80% des ONG nationaux et autorités décentralisées. Formation AAP, 23 ONG nationales formées parmi les 41 partenaires, plus d'engagement pour l'éducation en urgence au niveau provincial qui aboutissent à des actions de soutien à l'éducation en situation d'urgence. Exemple, le financement de frais de finalistes au niveau local. Slash. Défi et prochaine étape. Le défi, il y a la faiblesse de capacité des ONG locales et des contreparties gouvernementales en termes de leadership et de coordination. Prochaine étape, continuer le renforcement des capacités locales et institutionnelles en coordination et leadership pour maximiser l'efficacité et l'efficience de la réponse humanitaire. Et enfin, travailler à fixer les positions de co-lead pour les équipes de coordination de clusters provinciaux. Voilà ce que j'avais à partager avec vous pour l'expérience de la RDC. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, mon père. Très intéressant. On va également y revenir, j'espère, avec des questions de nos auditeurs aujourd'hui. Dernière présentation, présentation sur la localisation de la coordination aujourd'hui avec le secteur EPA en Haïti, donc qui signifie eau potable, assainissement, hygiène, par Soliman Sow, qui est le coordinateur du secteur pour UNICEF. Soliman, à toi. Ok. Merci Julie. Bonsoir ou bonjour, chers collègues, chères audiences et chers collègues qui ont fait déjà en fait leur présentation. Je vous salue en fait depuis Paris où je suis arrivé ce matin, depuis Haïti où j'ai passé en fait donc 9 heures de vol. Donc vous allez excuser un peu peut-être ma voix qui est un peu fatiguée, mais bon, on peut aller en fait voilà, au prochain slide. Je peux rappeler entre-temps que je suis coordinateur en fait du secteur EPA en Haïti depuis en fait 7 semaines, mais j'ai la chance en fait d'hériter, n'est-ce pas, d'une plateforme de coordination qui a beaucoup de mémoire, et dont le leadership en fait est assuré par le gouvernement, et c'est un leadership qui est très fort. Donc je ne vois pas en fait la slide, on peut avancer s'il vous plaît. Donc en fait les chiffres clés de localisation de la coordination en fait en Haïti sont les suivants. Le secteur WASH ou le secteur EPA plus précisément est piloté en fait par la Direction nationale de l'eau potable qui en elle-même en fait a une direction qui est appelée en fait la direction de réponse aux urgences, dont en fait c'est l'autorité donc qui assure donc le leadership du secteur en fait depuis 2013. Il y a 10 plateformes de coordination infranationale, c'est-à-dire admin 2, ça veut dire au niveau départemental, c'est-à-dire il y a 10 départements en République d'Haïti, et ces 10 départements en fait ont chacun une plateforme de coordination en fait en son sein, pilotée par les autorités locales depuis 2013. Il y a 7 acteurs locaux, c'est moins que en termes de pourcentage que le Mali, c'est 23% en fait des 30 partenaires que nous avons qui luttent, je veux dire, sur le plan opérationnel contre le choléra et fournissent des services eau, hygiène et assainissement aux personnes qui sont déplacées. Nous avons un acteur local au sein donc du Conseil d'orientation stratégique, en l'occurrence la Croix-Rouge haïtienne. Prochain slide, s'il vous plaît. Alors, les bonnes pratiques de la localisation sont au niveau donc de la réponse. Seuls je veux dire, malgré en fait les défis actuels en Haïti, où nous avons par exemple 85% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui est la capitale, sont contrôlés par des gangs. Donc, malgré cela, nous avons en fait un engagement donc des organisations à base communautaire telles que en fait elles arrivent à exister et donc à accéder à ces zones donc contrôlées par les gangs pour y mener la réponse, et le secteur en fait arrive à se reposer en fait sur eux pour quand même disons atténuer les vulnérabilités et les problèmes dans ces zones. Au niveau de la coordination, la réponse au séisme donc qui a eu lieu en fait dans la Grande Anse, en fait dans le sud notamment, en 2021 a été entièrement coordonnée par en fait l'autorité locale en fait de l'eau, une direction régionale. Donc c'est une expérience, je pense, qui est unique en la matière, en tout cas de par mon expérience, que voilà qu'un séisme de l'ampleur qu'on a eu en 2021 en Haïti en fait voilà soit coordonné au niveau du secteur par une organisation non pas nationale, mais une entité, en fait, une plateforme de coordination régionale. Prochain slide. Alors là, en fait, nous avons, comment on appelle, l'architecture de coordination. Vous avez un diagramme. Alors, je ne sais pas, en fait, si vous allez projeter, en fait, si vous allez avancer dans les slides, parce qu'il y a des animations ou si ça a changé entre-temps. Très bien. Donc, au niveau national, merci. Au niveau national, en fait, vous avez, comme mentionné plus tôt, en fait, l'ODRU, c'est-à-dire la direction de réponse aux urgences, qui pilote justement la coordination du secteur avec l'appui donc de l'UNICEF. Donc, vous voyez là, en fait, donc les 3 ressources
en fait, donc, du gouvernement, justement, qui assure la coordination à côté, donc, des deux ressources de l'UNICEF, le cluster, donc, le co-lead qui est l'UNICEF et un gestionnaire de l'information. Donc, vous voyez, donc, à ce niveau-là, déjà, en fait, nous avons, comment on appelle, en termes de ressources, en termes, donc, de nombre de personnes, donc, qui assurent la coordination nationale, n'est-ce pas, complètement une prépondérance, comme on appelle, donc, du gouvernement, donc, d'une entité locale. Suivant. Donc, au niveau régional, nous avons en fait ce qu'on appelle l'Office régional de l'eau potable et de l'assainissement. Et là-bas, il y a donc des points focaux. Donc, c'est ces points focaux-là, donc du DRU, c'est-à-dire de la direction de la réponse en fait aux urgences, qui pilote la coordination, qui assure le leadership de la coordination à ce niveau-là. Donc, il y a une discussion en fait sur la possibilité pour eux d'avoir un gestionnaire de l'information et donc avec un appui donc, de l'UNICEF. Donc, vous voyez que à ce niveau-là aussi, en fait, nous pouvons dire que à peu près, en fait, c'est plutôt un équilibre en fait des ressources entre le gouvernement et en fait et l'UNICEF. Suivant. Alors, au niveau départemental, bon, c'est un peu en fait la même chose. Donc, voilà, c'est un équilibre aussi en fait des ressources. Avançons. Oui, on peut avancer. Maintenant, en fait, la particularité que nous avons, en fait, c'est que c'est au niveau, disons, communal, c'est-à-dire c'est plutôt au niveau communautaire. Là, nous avons, en fait, une responsabilité entière donc, du gouvernement qui, en fait, assure, en fait, donc, qui pilote non seulement, en fait, la réponse du secteur, mais qui en assure la coordination. Les TEPAC, en fait, ce sont les techniciens d'eau potable et d'assainissement communautaire, justement, qui sont les relais donc, pour le secteur, pour ces communautés-là. Et non seulement, en fait, ils en assurent, en fait, la coordination donc, de tous les partenaires qui travaillent, que vous voyez, en fait, à côté, au sein de ces communautés-là, mais aussi, en fait, ils mènent la réponse et depuis le niveau national, par exemple, nous, on peut envoyer une enquête, par exemple, à ces techniciens, donc, pour mener, en fait, l'enquête sur Kobo et nous ressortir, en fait, quelque chose qui se passe sur le plan communautaire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à saluer. Donc, si on essaie, en fait, de regarder un peu, nous avons, en fait, une architecture qui est déconcentrée, disons, jusqu'au niveau communautaire. Et ensuite, nous avons, en fait, une forte volonté de leadership local, comme vous l'avez vu, en fait, à travers tout ce qui est rouge là-dedans. Et puis, bon, nous avons, en fait, aussi un double mandat, donc, de l'entité nationale, à la fois, en fait, pour la coordination et pour la réponse. Bon, ça peut être, en fait, voilà, donc, certains peuvent considérer que c'est quelque chose qui n'est pas, en fait, tout à fait, peut-être, disons, catholique, mais dans le contexte, en fait, où nous sommes présents, c'est quelque chose qui est très pragmatique, en fait, c'est du pragmatisme, et parce qu'en fait, on veut, en fait, aussi que le gouvernement s'engage de manière plus forte, en fait, dans la réponse, et notamment la réponse aux urgences. Donc, cette double casquette aussi est valable, en fait, à la fois, en fait, pour, disons, les programmes de développement, mais aussi, en fait, pour les programmes d'urgence. Prochain slide. Alors, les défis, bien sûr, nous en avons, en fait, on est, en fait, centré, en fait, comment, en fait, faire le focus, en fait, on est focus, en fait, sur les désastres et sur les urgences soudaines. Il n'y a pas, malheureusement, en fait, comme dans les pays qui sont passés avant, nous n'avons pas de fonds communs humanitaires ou autres financements pour les acteurs locaux EPA, ce qui est un grand défi, en fait. Le renforcement donc, institutionnel du DRU qui donc, pilote en fait, la coordination, mais aussi en fait, qui chapeaute la réponse aux urgences donc, du gouvernement. Ce renforcement institutionnel devrait s'inscrire en fait, dans une stratégie de long terme avec des financements durables donc, de l'UNICEF, mais aussi en fait, des autres partenaires financiers. Suite. Et peut-être fin. Oui, très bien. Donc, ça conclut cette présentation. Je reste évidemment bien disponible, en fait. Et de passage, en fait, je voudrais excuser aussi le directeur du DRU, en fait, qui est ma contrepartie, en fait, au niveau du gouvernement, qui devait, en fait, être là. Mais bon,
pour des raisons de calendrier, en fait, parce que l'UNICEF présente ce matin, en fait, le PTA au niveau du gouvernement, donc il me demande, en fait, de l'excuser auprès de vous. Et bon, de toute façon, ce n'est que chose de remise. Merci. Merci, Suleiman. Merci pour cette présentation. Alors, nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Je vois qu'il y en a quelques-unes dans le chat. Marie-Hélène ou Davidé, vous voulez nous pointer quelques questions? Je vais prendre une question du chat et après, je vais aller prendre celle de la main levée de Monsieur Joseph. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis de Joseph. Excusez-moi, d'accord. nous allons déjà prendre une question dans le chat, puis il y a des gens qui ont écrit des questions il y a un petit moment. Et une fois qu'on en prend une ou deux, puis après, je vais prendre la vôtre. Ça vous va? Ok, d'accord, c'est bon. Ok, merci. Excusez-moi, on a beaucoup de questions. Davidé ou Marie-Hélène, il y a des questions que vous aimeriez poser dans le chat? Je peux commencer, Davidé, après tu continues? Alors, la première question qu'ils ont posée, c'est Lalou Hamissou du Niger. Comment la langue locale est utilisée dans les réunions de coordination? Les CR des réunions, les actions de suivi et recommandations, et ceux qui ne comprennent pas cette langue locale. Bravo pour ce niveau de localisation. La question était pour le collègue du Tchad. Si vous voulez, je peux faire toutes les questions. Non, on commence une On par va une. les prendre une par une. On va les prendre une par une. Oui. Pour Ok. Alexis, vous êtes là? Merci. Oui, merci. Je vais répondre à la question. Par rapport aux langues locales, les langues locales sont utilisées dans les collectes de données primaires et secondaires et même dans les ateliers d'évaluation des besoins dans le cadre de la planification des besoins humanitaires, les réponses humanitaires. Les langues locales sont utilisées, même à l'Est, dans certaines interventions des humanitaires, les gens utilisent les langues locales. Donc, la langue locale est utilisée un peu partout, même dans des comptes rendus, dans des réunions et de concertation. Donc, de façon globale et globalisante, la langue locale est vraiment utilisée à tous les niveaux. Est-ce que je peux aller à la deuxième question? Oui, je vais passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est pour tout le monde. Quel est le niveau de représentation des organisations féminines qui font la promotion de l'égalité genre et l'autonomisation des femmes et des filles au sein des clusters représentés aujourd'hui? Cette question est pour tous les speakers. Bon, je vais bondir d'abord laisser aux autres, si vous me permettez. Allez-y, je vous en prie. Bon, ici au Tchad, ça varie selon les zones agroécologiques, compte tenu des pesanteurs culturelles. Donc, au niveau de la zone soudanaise, c'est-à-dire le Grand Sud, le niveau est vraiment acceptable. Au niveau du centre, qu'on appelle la zone sahélienne, le niveau est vraiment moyennement acceptable. Mais au niveau de la bande saharienne, vers l'extrême, le niveau est très faible. Mais de façon globale, au niveau macro, vraiment beaucoup de choses sont en train de se faire, des efforts sont fournis et que vraiment il y a une évolution positive. Merci, Monsieur Djetod. Je peux enchaîner, en fait, si vous voulez. Oui, Suleiman, vas-y. Ok, merci bien. En fait, merci pour cette question très pertinente. C'est une réflexion, en fait, que moi-même j'ai à mon niveau. Les 7 organisations, en fait, locales qui sont représentées au niveau du secteur WASH ne revendiquent pas, en fait, disons comment on appelle, disons un but féminin. Cependant, au niveau donc des communautés où nous avons donc des organisations communautaires, il y a certainement, bon, j'étais dans un quartier qui s'appelle Cité Soleil samedi dernier où j'ai discuté justement avec des organisations communautaires
au sein desquels j'ai vu des femmes. Je ne peux pas en fait vous donner un chiffre au jour d'aujourd'hui, mais je pense que c'est surtout à ce niveau-là, au niveau du secteur WASH, que en fait nous devons plus en fait avoir, disons, des organisations au moins en fait pilotées par des femmes, même si en fait ces organisations restent transversales, donc pas spécialement en fait pour le secteur WASH, mais c'est une bonne question en fait que vous soulevez et j'en fais en fait, comment on appelle, une priorité pour essayer justement de faire avancer ce dossier-là, même si voilà, je ne suis pas bousculé pour l'instant, je suis aussi nouveau, hein, disons par ma consoeur en fait, VBG. Merci. Merci, Souleymane. Engagement bien noté. Oui, Nous allons prendre... Oui. Oui, peut-être Julie, je vais un peu compléter pour le Mali. Donc, peut-être après ma collègue Christelle pourra en dire un peu plus. Sinon, au niveau hygiène assainissement, c'est un peu similaire hein, que ce qui se passe dans le secteur en Haïti. On a dénombré plus d'une quarantaine, donc on a vu autour de 44 ONG nationales et locales actives au niveau du secteur qui participent à la réponse, mais également aux activités de coordination. Mais sur la quarantaine, on a pu identifier seulement autour de 2 à 3 hein, structures féminines ou dirigées par des femmes. Donc, il y en a vraiment très peu au niveau du secteur. Et comme le soulignait Julie, c'est un des points un peu de discussion qu'on va peut-être approfondir avec le collègue de JBV, donc qui ont beaucoup d'organisations féminines qui travaillent sur les questions de promotion de l'égalité sur les genres, l'autonomisation des femmes. Mais au niveau du secteur, vraiment, on en a très peu d'organisations, alors que la grande majorité des structures locales, nationales, des acteurs de la réponse sont nationales et locales. Mais il y en a très peu qui sont féminines, autour de 2 à 3 en tout cas. Merci. Merci Sanoussi. On va passer à la question suivante. Et c'est vrai que c'est un sujet sensible, surtout pour les secteurs non traditionnellement féminins, disons. Donc, vraiment un point à faire avancer dans l'agenda de la localisation. Je vais prendre une autre question. Donc, on va prendre en ligne Monsieur Joseph. Vous aviez la main levée depuis un moment. À vous. Merci beaucoup et merci beaucoup pour les intervenants. En fait, le sujet de la localisation, c'est un sujet qui nous intéresse à très haut niveau et tous. Alors, moi, j'avais une question. J'ai suivi les différents présentateurs. Quand ils parlaient de la localisation, ils parlaient plus des statistiques des ONG nationales qui participent au cluster, qui participent à ceci. Je voulais savoir, est-ce que au Mali et dans les autres pays qui ont présenté, est-ce qu'il y a des structures de coordination propres aux ONG nationales? Comment est-ce que les ONG nationales font pour canaliser leur voix et faire arriver leurs propositions, suggestions au niveau de la coordination globale? Et est-ce qu'il y a des cadres de localisation avec un contenu clair au niveau de Mali, où j'ai vu présenter? Donc, ce sont là autant de questions que je me pose. Je voudrais un peu comprendre, parce qu'on n'a parlé que du pourcentage dans les clusters, du pourcentage dans ceci. Je voulais savoir s'il y a une structure globale sur la localisation. Merci. Merci, Joseph. Alors, si je comprends votre question, vous parlez de structure peut-être pas globale, mais nationale, donc un réseau d'organisations locales. C'est ça. Je pense que la présidente de WILDAF, qui est un réseau d'organisations de femmes, pourrait peut-être nous donner quelques éléments. Je ne sais pas s'il y a d'autres panélistes qui souhaiteraient répondre. Est-ce qu'il y a des réseaux d'organisations locales? Merci. Oui. Allez-y, madame. Oui, effectivement, il y a des réseaux. Nous en sommes comment nous travaillons. Ça, nous sommes fixés comme objectif tout d'abord de redynamiser des réseaux au niveau communautaire, c'est-à-dire des réseaux de lutte contre les VBG au niveau communautaire et des comités d'éveil et d'alerte précoce. Ces comités impliquent des jeunes. Et ces jeunes, une fois que nous travaillons avec eux, nous les initions à la collecte d'informations qui se trouvent à la collecte d'informations avec des outils que le sous-cluster VBG met à notre disposition. Et nous, qui sommes un réseau, nous avons
un mécanisme de centralisation à notre niveau ici que nous transmettons périodiquement au sous-cluster VBG. Voilà, et le sous-cluster VBG est comme la structure centrale de collecte des données par rapport au VBG au Mali. Et c'est pourquoi nous voulons que cette structure puisse être renforcée et l'étendre aux autres régions du Mali. Aujourd'hui, nous sommes sur la collecte des données dans les zones plus ou moins affectées par le conflit. Mais nous souhaiterons que ça puisse s'étendre aux autres régions et qu'on puisse davantage renforcer ces organisations locales pour que la collecte de données puisse être systématiquement, au lieu que nous soyons un petit truc de centralisation. Voilà comment nous travaillons sur ces questions de collecte au niveau du sous-cluster VBG. Mais Christelle est là, elle peut me compléter également. Merci. Ok, merci beaucoup Julie. Rapidement, pour ne pas prendre du temps. Effectivement, au-delà de ce que WIDAF dit, il y a la plateforme des organisations locales et nationales qui est regroupée au niveau central, au niveau de Bamako. Et également, j'avais déjà dit dans ma présentation, il y avait cette plateforme des organisations internationales également qui existent au niveau de la structure humanitaire. Et donc, ce sont ces deux plateformes qui travaillent effectivement de façon collégiale, qui sont vraiment impliquées dans l'architecture humanitaire et qui sont également consultées dans le cadre de la planification Etieno et Chapi. Maintenant, ce que nous disons, nous, de façon claire, au niveau du GBV Awar, c'est vrai que nous avons des organisations féminines qui sont, et même nous avons des organisations à base communautaire très fortes à travers des relais communautaires qui font beaucoup d'activités de prévention et de réduction des risques, pour lesquelles l'UILDAF est en train d'organiser ces acteurs-là à tous les niveaux, appui institutionnel, appui technique et autres, avec l'appui du sous-cluster. Mais pour nous, c'est de leur donner vraiment une place de choix dans le cadre de la coordination elle-même, la coordination du sous-cluster VBG. Comme je vous l'ai dit, le sous-cluster VBG est co-lidé effectivement par UNFPA et le ministère à travers le programme national de lutte contre les VBG. Donc, pour nous, en termes de stratégie, mettre l'UILDAF ou une autre organisation féminine dans les régions dans le cadre de la coordination, c'est aussi faire le lien et le pont et de rapprocher surtout les organisations, je vais dire les services étatiques, des organisations également locales. Et c'est ce travail que nous allons renforcer. Merci. Merci beaucoup, Christelle. Excellent point qui a été vraiment relevé plusieurs fois dans les questions. On va passer maintenant la parole à Mina Ngandoro. Pardon si j'écorche votre nom. Allez-y, on vous écoute. Oui, merci. Moi, je suis du Tchad et je suis coordinateur d'une ONG nationale, co-facilitateur du domaine des responsabilités et protection de l'enfant. Je ne sais pas si vous me recevez. Très bien, on vous entend très bien. Et je suis aussi co-lead d'une plateforme des ONG nationales. Donc, peut-être qu'avant de poser ma question, je voudrais faire 2 ou 3 observations. Je voudrais tout simplement dire que le corpus normatif humanitaire tel qu'il existe et tel qu'il a existé en matière de coordination, en matière de reporting, en matière de redevabilité, ne prend pas totalement en compte les acteurs locaux que nous sommes, que ce soit l'État. Je ne sais pas si vous me comprenez, que ce soit l'État, que ce soit les ONG nationales, que ce soit les communautés affectées. Ce corpus normatif humanitaire tel qu'il existe et tel qu'il a existé ne prend pas vraiment en compte les acteurs locaux que nous sommes parce que vous savez, c'est les Nations Unies, les ONG internationales et tout ça. Donc, moi, peut-être pour revenir à cette question, je voudrais tout simplement rappeler que la localisation va au-delà de tout ce qui est renforcement de capacité. La localisation va aussi au-delà de tout ce qui est nombre d'acteurs locaux qui participent ou qui sont membres d'un cluster. Parce qu'il faut qu'on reste toujours dans les points clés, les engagements clés de la localisation, qui est l'accès direct au financement, qui est le renfort, avoir le pouvoir. Parce que c'est vrai, je suis très content parce qu'au niveau national, il y a quand même des bonnes actions qui se font déjà. Mais le plus important, quel est le nombre des acteurs locaux qui participent à des réunions au niveau stratégique, à l'équipe humanitaire pays, par exemple? Moi, je serais très, très content d'écouter une DAF du Mali s'ils participent. Est-ce qu'ils font partie, ils sont membres de l'équipe humanitaire pays en tant que réseau des organisations féminines pour vraiment influencer les choses? Parce que tant que nous
nous résumons la localisation en termes de participation, de nombre des acteurs, de renforcement des capacités, je vais dire, moi, j'espère que ça va être très difficile parce qu'en réalité, c'est une question du pouvoir en réalité. Donc, peut-être que pour terminer, je serais très content d'écouter les coordinateurs de cluster. Est-ce qu'ils ont développé des stratégies de localisation très claires? Parce qu'en réalité, dans la plupart de nos autres États, on n'a pas une vision très claire de la localisation. Quelle est la définition? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et qu'est-ce qu'on peut influencer? En réalité, les communautés affectées ne sont pas impliquées dans nos mécanismes de coordination. Comment faire pour les impliquer? Dans notre contexte aujourd'hui, ça se résume entre nous, acteurs locaux, États, les organisations internationales et nous. Mais comment faire pour impliquer les acteurs, les communautés affectées, le leadership des communautés affectées dans nos mécanismes de coordination? Moi, j'espère que c'est cela vraiment le plus grand défi, le plus grand défi pour apporter une réponse vraiment à la hauteur des attentes de nos communautés. Parce qu'en réalité, la localisation, c'est les communautés affectées. C'est pas nous, c'est notre capacité d'apporter la réponse, c'est vrai. Mais en réalité, c'est le pouvoir des communautés affectées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer ce pouvoir? Peut-être c'est les quelques commentaires que je voudrais dire et merci à vous. Merci beaucoup pour votre question. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments dedans. Vous mentionnez aussi l'engagement communautaire, qui est le rapport aux communautés, enfin l'inclusion des communautés affectées, qui peut être un peu différent comme vous dites, dans le jargon humanitaire par rapport à la localisation. Et j'aimerais juste vous renvoyer peut-être à ce guide du comité permanent interagence, qui malheureusement, je crois, n'est pas en français, qui définit en fait le cadre de la localisation de ce que vous décrivez comme ce monde humanitaire un peu clos. Mais peut-être la question intéressante à poser à nos panélistes ici, parmi toutes celles que vous avez posées, c'est est-ce que quelqu'un peut parler d'une stratégie de localisation dans un des clusters et en quoi ça consisterait? En quoi ça consiste, parce que je sais que ça existe. La main levée qui s'appelle Ben Munson, sans caméra, c'est une réponse à la question? Oui, Julie, après, je voulais réagir. Oui. Eh bien, écoute, Sanoussi, je t'en prie. Moi aussi, je voulais réagir par rapport à la question. Je vais prendre Sanoussi et après Bintou, et ensuite, on va passer à la question suivante. Et Père Paul qui va réagir aussi après. OK, nous avons réagir aussi. Peu de temps. OK. Sanoussi, très rapidement, 30 secondes. Oui, très rapidement. Donc, je voulais un peu mentionner quelques deux ou trois éléments. Donc, au niveau WASH, effectivement, il y a un certain nombre de bonnes pratiques en termes vraiment de responsabilisation des acteurs locaux, que ce soit au niveau régional, au niveau national. Et on a mis en place un groupe de travail vraiment sur la localisation pour formaliser un peu tout ça à travers une stratégie en bonne et due forme pour voir comment est-ce qu'on s'appuie sur ce qui marche déjà, analyser les différents goulots et puis vraiment faire avancer ce chantier. Mais je voulais souligner qu'au Mali, en fait, au niveau de l'équipe humanitaire pays, les ONG nationales sont représentées. Et sur les 5 objectifs de travail de l'équipe humanitaire pays, par exemple pour 2023, le 5e objectif, c'est sur la localisation. Et c'est une ONG nationale qui est lead un peu de cet objectif-là, notamment l'ONG AMSOD. Et l'objectif, c'est de travailler sur une stratégie de localisation de l'aide au Mali. Et le chantier est quand même assez avancé. Et je voulais aussi compléter qu'au-delà justement de la plateforme des ONG nationales au niveau national, en région aussi, ils ont des réseaux des ONG nationales. Quand on part en mission, ici, on les rencontre, on essaie de procéder à des analyses, un peu voir comment est-ce qu'on peut les accompagner à travers un peu ces réseaux-là qui existent et qui sont fonctionnels au niveau des régions. Donc voilà ce que je voulais un peu mentionner par rapport à la dernière intervention. Merci. Merci Sanoussi. Bintou, vous vouliez répondre aussi? Oui, merci beaucoup. Moi, pour compléter, je voulais dire que... Rapidement, s'il vous plaît. Oui, rapidement, je voulais dire que le WILDAF, qui est un réseau composé de membres qui se trouvent dans les régions et aussi des points focaux qui sont dans ces régions. Et ces femmes-là sont des femmes leaders au niveau communautaire.
des femmes leaders qui peuvent servir comme des parajuristes et qui sont impliqués dans des actions de sensibilisation, d'orientation et d'action de plaidoyer au niveau local. Mais aussi, ces femmes et ces jeunes leaders sont accompagnés par le WILDAF Mali par des actions de paix mise en pratique. Ces actions sont des tout petits financements qui leur permettent de pouvoir vraiment mener des actions qui peuvent être des activités vraiment économiques pour qu'ils puissent vraiment s'impliquer, s'intégrer dans ces actions de localisation. Voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à Sanoussi. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui voudrait répondre à la question? Oui, je vais répondre à mon compatriote. Je lui demande, je l'informe que dans la planification des besoins humanitaires au niveau des ateliers provinciaux, les bénéficiaires participent. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils participent souvent. Oui, donc, c'est juste un rappel à mon compatriote qui avait intervenu que parfois les bénéficiaires ne participent pas. Merci. Merci. OK, pour Paul, pour la RDC, réellement, c'est comme mon prédécesseur qui vient de le dire, tout commence par la base. Lorsqu'il y a le besoin humanitaire, c'est à partir de la base, on descend à la base pour que nous puissions avoir vraiment le besoin réel pour venir intervenir. Si la base n'est pas là, comment est-ce que vous aurez les besoins humanitaires? Comment est-ce que vous aurez les besoins de quelque part? Là, ça sera erroné, ça sera vraiment quelque chose de bidon. Mais si vous descendez, vous commencez par la base, là, vous allez retrouver vraiment les besoins et vous allez maintenant remonter ce besoin pour que nous puissions arriver maintenant à voir comment est-ce que nous pouvons répondre à ces besoins qui sont réels parce que ça vient de la communauté. Et que réellement, il y a le forum des ONG nationales, des ONG nationaux ou locaux qui sont en train de se faire chaque fois, c'est pour les échanges d'idées, c'est pour le choc d'idées, de voir comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes améliorer, comment est-ce que nous pouvons nous entretenir, comment est-ce que nous pouvons nous souder de façon que nous puissions commencer déjà en amont, résoudre le problème ou voir là où il y a vraiment de problèmes pour venir intervenir ensemble avec les ONG internationaux qui ont plus de moyens ou de capacités de plus que nous, les locaux. Et en fait, je voulais aussi en profiter pour dire sur 69% par exemple en RDC des acteurs locaux, nous avons 20% des ONG féminines qui sont en train aussi de faire l'effort pour qu'elles puissent aussi croître, pour que ça puisse être plus de 20%, mais ils sont en train aussi de travailler convenablement en descendant par la base, en faisant le renforcement aussi des capacités, en faisant la sensibilisation pour que tout le monde puisse être éveillé et comprendre qu'il n'y a que nous qui peuvent faire quelque chose parce que nous connaissons notre pays et nous connaissons ce que nous sommes en train de faire et nous connaissons les catastrophes ou les crises qui peuvent arriver, qui arrivent en dehors des crises qui nous viennent de côté ou de droite subsaharienne comme ça. Mais réellement, nous avons vraiment la base qui nous donne tous les résultats possibles. Merci. Merci beaucoup, Père Paul Martin Mbouébois. C'était très intéressant pour toutes ces réponses apportées à des questions. Malheureusement, le temps passe très, très vite. Je sais qu'il y avait encore une question de Adama Sanogo et Ousmane Boiré. Mes excuses, messieurs, si vous voulez écrire la question dans le chat ici et on y répondra par écrit dans une communication ultérieure lors de la décision du rapport, mais je vais malheureusement devoir conclure. Donc, discussion très intéressante. Je vais juste faire un petit récapitulatif de ce qui a été dit, alors brièvement, mais on a noté quand même quelques bonnes pratiques, enfin beaucoup de bonnes pratiques, notamment les acteurs locaux présents dans des groupes de travail technique, dans ce qu'on appelle les COS, les comités d'orientation stratégique, pardon, des organisations nationales à des postes de co-lead au niveau sous-national. Donc ces éléments-là ont avancé, même si on n'est pas du tout encore à des niveaux qui seraient ceux qu'on souhaiterait avoir. Mais la localisation avance.
On a aussi noté beaucoup de pratiques, de coaching, de renforcement de capacité, de formation entre ONG locales et internationales, et pas que dans un sens, puisque les ONG locales aussi ont beaucoup de choses évidemment à apporter aux ONG internationales. C'est vrai qu'on a toujours l'impression de voir l'inverse, mais ce n'est pas du tout le cas. De l'inclusion aussi dans tout ce qui est rédaction HNO, HRP, donc dans le cycle de programme humanitaire. Par contre, il reste beaucoup de défis. On ne va pas se mentir dans ce que vous avez mentionné, notamment autour des financements dédiés aux ONG locales. Ça, malheureusement, ça dépend beaucoup des bailleurs, même si les équipes de coordination font beaucoup de travail de plaidoyer en ce sens. Aussi des difficultés au niveau du choix des langues. On a vu parfois certains clusters mentionnaient que les langues locales étaient utilisées, mais ce n'est pas forcément une pratique répartie dans tous les pays. Un élément très important aussi qui a été mentionné, qui est un défi mais aussi un succès, comme on l'a vu pour le Mali, de la mise en réseau d'ONG locales pour faire porter leur voix, pour avoir peut-être plus de poids, notamment pour les organisations de femmes, mais on l'a mentionné aussi, c'est une pratique qui se fait pour les ONG locales au sein des clusters et des plateformes de coordination. Et puis, une stratégie de localisation peut-être plus claire avec des actions plus concrètes. Effectivement, on a montré beaucoup de chiffres pour peut-être planter un peu le décor, comme on dit, mais il y a des stratégies de localisation concrètes qui se développent avec des actions très pratiques qui incluent les organisations communautaires, les bénéficiaires, mais aussi les organisations locales de toutes sortes. Voilà, je vais juste laisser les 2 dernières minutes à Michel, si elle est avec nous, pour faire la clôture de ce webinaire. Michel, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. Vous pouvez m'entendre? Oui, on t'entend bien, merci. Ah, super. Merci beaucoup. J'étais très contente et heureuse d'écouter tous les échanges et les expériences aujourd'hui. Vraiment, c'était un partage très intéressant. Il y a eu beaucoup d'échanges et d'expériences. Merci beaucoup à tous les panélistes et présentistes à partager les succès en termes de la participation, la représentation et le leadership des organisations ONG locales dans les structures de coordination. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de questions, commentaires qui existent encore. Il y a beaucoup à faire encore plus en termes de financement et ressources et pouvoir pour les ONG locales. Mais j'espère aussi que vous allez vraiment partir maintenant avec des nouvelles idées et les stratégies à mettre en place en termes pour vraiment promouvoir la participation et le leadership local. Donc oui, c'était juste pour dire merci beaucoup. J'ai vraiment entendu beaucoup de bons échanges et je sais qu'il y a beaucoup à faire encore. Et je pense qu'ensemble, on peut vraiment réussir à changer un peu tous ces éléments et faire une différence dans l'avenir. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, et merci à tous nos présentateurs aujourd'hui, Alexis Jetod du CISAP. J'aimerais aussi remercier Sanoussi Dodonatatou du Mali, Christelle Seri aussi du Mali pour le GBV, la présidente WILDAF, Madame Boiré Bintou Founé Samaké, et le père Paul-Martin Mbouébois du cluster éducation RDC, et enfin Souleymane Sow du secteur EPA WASH en Haïti. Merci à tous, merci à l'équipe du Global Coordination Cluster Group aussi pour leur soutien, et puis merci beaucoup à tous les participants. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. Merci. Ok, au revoir. Au revoir.